Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongeons dans 5 attaques de requins qui ont transformé des vacances de rêve en véritable cauchemar. D'une fillette de 8 ans, arrachée par un grand requin blanc de 5,5 mètres d'un bateau touristique en Afrique du Sud, à un pêcheur qui a ignoré toutes les mises en garde sur les requins taureaux dans les eaux mortelles de la Réunion. Commençons par la première histoire, où une sortie familiale de plongée en cage est devenue le pire cauchemar de tous les parents. C'était le 15 juillet 2016 et les eaux devant Gansbaai, en Afrique du Sud, bouillonnaient d'une tension prédatrice. La lumière du matin perçait les vagues de l'Atlantique, tandis que des oiseaux marins tourbillonnaient, attirés par l'odeur métallique du sang et de l'huile de poisson qui caractérisait ces eaux comme Shark Alley. Là où deux océans se rencontrent et où un terrain de chasse parfait pour les requins blancs se forme. La famille Richardson était venue de Manchester pour réaliser leurs vacances de rêve. Mark et Helen avaient économisé pendant 3 ans pour emmener leurs 3 enfants au pays maritime de Cape Town. La petite Emma, âgée de 8 ans, était la plus jeune et la plus enthousiaste exploratrice de la famille. Elle avait un carnet étanche rempli de croquis et de faits qu'elle avait mémorisés à partir de nombreux documentaires. Sa curiosité contagieuse pour les prédateurs marins avait convaincu toute la famille de réserver cette expérience de plongée en cage. Le capitaine Peter Van der Merwe dirigeait le bateau touristique White Death, un navire de 12 mètres. Conçu spécialement pour les excursions de requins. 15 ans d'expérience en tant que guide dans ces eaux dangereuses lui avaient appris à respecter à la fois l'océan et ses prédateurs au sommet. Son équipage respectait strictement les protocoles de sécurité lors de l'opération de la cage en acier, qui devait permettre aux visiteurs d'observer les requins blancs en relative sécurité. Les requins blancs sont le résultat parfait de l'évolution pour tuer. Ces prédateurs au sommet peuvent atteindre plus de 6 mètres de long et peser plus de 2200 kg. Leur puissance de morsure dépasse 4000 livres par pouce carré, soit environ 280 bars. Plusieurs rangées de dents acérées comme des rasoirs coupent avec une précision chirurgicale à travers les os et les tissus musculaires. Lors de bruits de chasse, déclenchés par le sang dans l'eau, les requins blancs se montrent imprévisiblement agressifs. Ils sont capables de sauts explosifs, projetant leur corps massif hors de l'eau. Le matin avait exactement livré ce que les touristes espéraient. Van der Merwe a positionné son bateau au-dessus d'une zone de chasse connue et a commencé à chummer, en répandant du sang de poisson, de l'huile et des appâts pour attirer les requins. En 30 minutes, 3 énormes nageoires dorsales ont percé la surface de l'eau comme des lames sombres, tournoyant autour du bateau dans des motifs calculés. Emma se pressait contre la rambarde, son carnet oublié, tandis qu'elle observait les prédateurs patrouiller en dessous d'eux. Ses parents se concentraient sur le fait d'enfiler l'équipement de plongée pour la descente en cage, tandis que les membres de l'équipage géraient les opérations et surveillaient le comportement des requins. Dans l'excitation contrôlée d'une observation réussie, personne ne remarqua qu'Emma s'éloignait discrètement du groupe. Elle s'est dirigée vers l'arrière du bateau, attirée par une ombre encore plus grande se déplaçant dans des eaux plus profondes. Le chumming avait laissé une large traînée de sang et d'huile s'étendant bien au-delà de la zone du cage. Emma se pencha par-dessus la balustrade basse pour apercevoir les formes sombres sous la surface. Le bateau tanguait dans les vagues de l'océan. Emma perdit l'équilibre et tomba en avant, son petit corps glissant par-dessus la balustrade. Elle ne tenait plus qu'avec ses jambes sur la plateforme de plongée. Son torse était complètement immergé dans la traînée de chumming sanglante. Le grand requin blanc mâle de 5 mètres et demi tournait sous le bateau, excité par le sang et les activités inhabituelles à la surface. Lorsque la silhouette d'Emma pénétra dans l'eau, ses instincts de prédateur se déclenchèrent instantanément. Le gigantesque requin jaillit des profondeurs avec une vitesse dévastatrice, sa bouche grande ouverte, en brisant la surface. La mâchoire du requin blanc se referma sur le torse d'Emma et la souleva complètement hors de l'eau. La force de sa morsure brisa des côtes et perça des organes internes, tandis que ses dents acérées découpaient artères et tissus musculaires. Le requin la secoua violemment. Sa tête massive fouettait de gauche à droite avant de plonger sous la surface, entraînant la petite fille dans les profondeurs. Une fontaine de sang et d'eau de mer marquait le lieu de l'attaque. Alors que le carnet d'Emma flottait à la surface rouge de sang, les cris de Helen Richardson perçaient l'air,
tandis que Marc sautait à l'arrière, ne trouvant que de l'eau bouillonnante et du sang qui se répandait. Le capitaine Van der Merwe coupa immédiatement les moteurs et appela les secours, tandis que son équipage lançait des bouées de sauvetage et scannait les environs avec du matériel de recherche. Des bateaux de la garde côtière, des véhicules de police et des bateaux de bénévoles arrivèrent en quelques minutes. Des plongeurs fouillaient à plusieurs reprises les profondeurs troubles, tandis que des hélicoptères survolaient la surface de l'eau. Le requin blanc de 5,5 mètres avait disparu avec le corps d'Emma. Malgré 3 jours de recherche intensive sur des centaines de kilomètres carrés, elle resta introuvable. Les autorités maritimes sud-africaines classèrent l'attaque comme un accident tragique, sans erreur de l'opérateur. De nouvelles réglementations de sécurité exigeaient désormais des balustrades plus hautes, des surveillants assignés aux enfants et des comptages constants des invités pendant les plongées. La famille Richardson rentra dévastée en Angleterre. Leurs vacances de rêve s'étaient transformées en une tragédie inimaginable. L'école d'Emma organisa un service commémoratif où sa maîtresse lut des extraits du carnet de recherche sur les requins d'Emma, se souvenant d'une fille intelligente dont la passion pour la vie marine lui coûta finalement la vie. Alors que la curiosité d'Emma pour les requins blancs l'avait amenée mortellement près de prédateurs chassants, l'expérience de plongée d'Antoine Moreau devait se révéler tout aussi dangereuse. Car il se retrouva seul avec un requin taureau chassant dans des eaux troubles des Caraïbes. C'était le 22 septembre 2014 et l'île de la Réunion était toujours remplie de peur, causée par des attaques de requins dévastatrices qui avaient transformé ce paradis de l'océan Indien en zone de danger. De fortes pluies nocturnes avaient changé les eaux côtières en un brun trouble, des conditions de chasse parfaites pour les prédateurs de l'île. Antoine Moreau, un ouvrier du bâtiment de 34 ans et pêcheur ou harpon expérimenté, refusait de laisser les récentes attaques l'empêcher de subvenir aux besoins de sa femme Marie et de ses 2 jeunes enfants. Malgré les avertissements de l'État et les plages fermées, il était convaincu qu'avec ses 15 ans d'expérience de plongée, il pouvait naviguer en toute sécurité dans les eaux qui avaient été fatales pour les nageurs moins expérimentés. Il choisit l'embouchure de la rivière Saint-Denis, où l'eau douce rencontrait l'eau salée et créait des conditions nutritives attirant les poissons appâts et leurs prédateurs. Cette zone de chasse notoire pour les requins bulldogs devenait particulièrement dangereuse pendant la saison des pluies, lorsque l'eau s'écoulant des montagnes emportait des matières organiques vers la mer. Les requins bulldogs sont parmi les prédateurs les plus dangereux au monde et prospèrent aussi bien en eau salée qu'en eau douce. Ces chasseurs agressifs et territoriaux causent plus d'attaques sur les humains que toute autre espèce de requin, à l'exception du grand requin blanc. Les grandes femelles atteignent plus de 3 mètres de long et pèsent environ 225 kg, développant une force de morsure de plus de 1300 livres par pouce carré, soit environ 90 bars. Et contrairement aux requins blancs, qui souvent lâchent prise après la première morsure, les requins bulldogs attaquent de manière persistante et répétée. Antoine entra dans l'eau trouble seul, avec une visibilité de seulement quelques mètres. 20 minutes après le début de sa plongée, il découvrit sous un surplomb de corail un grand mérou et visa avec son fusil harpon, totalement concentré sur sa cible. La femelle requin bulldog de 3 mètres l'avait suivi depuis le début, utilisant son système de ligne latérale pour percevoir les impulsions électriques de son rythme cardiaque et de ses contractions musculaires. Elle le suivait de loin dans l'eau trouble, observant attentivement comment cet intrus se déplaçait dans son territoire. Au moment où Antoine tira sur le mérou, le requin bulldog jaillit avec une force explosive depuis le dessous. Sa massive mâchoire s'ouvrit largement et visa avec un coup dévastateur ses jambes. Elle attrapa sa cuisse gauche, ses dents déchirant la combinaison de néoprène et s'enfonçant profondément dans les muscles et les os. La morsure écrasante trancha l'artère fémorale, faisant jaillir le sang en fontaine dans l'eau trouble. Tandis que le requin secouait violemment et arrachait de gros morceaux de chair avant de le lâcher. Antoine paniqué se propulsa vers la surface avec sa jambe saine restante, tandis que le sang s'écoulait de la terrible blessure. Le requin bulldog tourna à nouveau et attaqua encore, cette fois vigeant son torse. Sa mâchoire se referma avec une force dévastatrice autour de son tronc, et le poussait plus profondément dans l'eau, tandis que ses dents perçaient son ventre et écrasaient ses côtes.
Cette seconde attaque fut mortelle. Les dents pénétrèrent dans sa cavité thoracique et transpercèrent ses poumons et son cœur. Elle le garda dans sa mâchoire pendant 30 secondes avant de laisser son corps sans vie sombrer. Les restes d'Antoine furent échoués 3 jours plus tard et découverts par des joggeurs matinaux. Les blessures graves choquèrent les enquêteurs. Sa jambe gauche était presque complètement sectionnée et de profondes marques de morsure sur son torse et ses bras indiquaient une attaque brutale prolongée, typique des requins taureaux. Les autorités ont lancé des mesures de chasse intensive et ont capturé une femelle de 3 mètres, dont l'estomac contenait des restes humains et des morceaux d'une combinaison en néoprène correspondant à l'équipement d'Antoine. Sa mort a ravivé les demandes de fermeture de plage et a mis en lumière l'équilibre difficile entre la vie insulaire traditionnelle et le danger croissant des requins. La communauté a soutenu Marie et les enfants, mais la surestimation d'Antoine dans des eaux familières sous des conditions dangereuses lui a coûté cher. Pour Jessica Chen, une confiance similaire en tant que nageuse expérimentée devait la mener dans le territoire d'un requin-tigre. C'était le 8 mars 2015 et les eaux autour de Nassau, aux Bahamas, brillaient comme du turquoise poli sous le soleil des Caraïbes. Des températures parfaites et une visibilité cristalline créaient des conditions idéales, tandis que des alizés doux offraient une surface d'eau vivante et riche en oxygène. Pour les jeunes mariés Jessica et David Chen, c'était le paradis, la pause romantique qu'ils avaient rêvée pour célébrer leur jeune mariage. Jessica Chen a apporté des références impressionnantes pour son aventure marine. Ancienne nageuse All-American à UCLA, elle a transformé son savoir aquatique en études de biologie marine et a obtenu son diplôme à 26 ans, pleine de confiance sportive et de connaissances scientifiques. Sa familiarité avec l'océan avait convaincu David de louer un petit bateau pour accéder à des récifs éloignés et à des spots de snorkeling intacts, loin des plages d'hôtels bondés. David, un développeur de logiciels de San Francisco, se sentait moins sûr sur l'eau, mais faisait entièrement confiance à l'expertise de sa femme. Jessica avait construit tout son itinéraire autour des explorations marines. Snorkeling, plongée et découverte de récifs pour mettre en valeur la richesse sous-marine des Bahamas. C'était son monde, et David aimait la suivre dans des aventures de plus en plus profondes. Ils avaient ancré leur bateau de location de 6,7 mètres près d'une falaise dramatique, à environ 3 km du rivage, où le récif peu profond tombait soudainement dans un vide bleu profond. Jessica avait bien recherché cette zone de transition, sachant que ses limites permettent souvent des rencontres spectaculaires avec la vie marine. Cependant, elle n'avait pas pris en compte que ces zones sont aussi des corridors de chasse privilégiés pour les prédateurs. Les requins-tigres sont parmi les chasseurs les plus redoutés des eaux tropicales, connus pour leur comportement agressif et leurs attaques indiscriminées sur presque tout ce qui se déplace dans leur territoire. Ces redoutables prédateurs peuvent atteindre 5 mètres de long et peser plus de 635 kg. Caractérisés par des bandes sombres qui traversent leur corps puissant, les requins-tigres sont des mangeurs opportunistes avec une puissance de morsure dévastatrice. Leur morsure dépasse 3000 livres par pouce carré, plus de 200 bars, et leurs dents sont conçues pour couper à travers les carapaces de tortues, les os et même les débris métalliques. Sa matinée s'est parfaitement déroulée. Jessica et David exploraient ensemble des récifs peu profonds, découvrant des bancs de poissons colorés et des formations coralliennes qui faisaient honneur à l'appel des plongeurs des Bahamas. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Jessica se sentait de plus en plus attirée par les eaux plus profondes au-delà du récif, espérant découvrir de plus grandes espèces pélagiques dans le bleu ouvert. David est retourné au bateau pour déjeuner et se reposer, observant depuis le pont Jessica poursuivre son exploration seule. Sa force de nage et son expérience de plongée lui donnaient un sentiment de sécurité lors de ses excursions en solo, d'autant plus que l'eau était si claire qu'il pouvait suivre ses mouvements même à 45 mètres de distance. Jessica suivait un animal qui ressemblait à une grande tortue de mer, se déplaçant lentement du récif sûr vers des eaux plus profondes. Elle se concentrait sur la silhouette sombre devant elle,
excitée à l'idée de photographier la vie marine des Caraïbes de près. Elle n'était pas consciente qu'elle nageait directement dans le territoire de chasse d'un requin-tigre femelle de 3,7 mètres. Le requin-tigre avait patrouillé le bord du récif, se camouflant dans la profondeur tout en cherchant de la proie. Ces spécialistes de l'embuscade s'approchent par en dessous ou sur le côté, utilisant un excellent camouflage et des mouvements silencieux, avant de frapper avec des attaques explosives sur des proies sans méfiance. Jessica était à environ 90 mètres du bateau lorsque le requin-tigre a frappé. Le redoutable prédateur a jailli avec une force dévastatrice des profondeurs, sa gueule grande ouverte, visant le torse de Jessica. L'attaque est survenue sans aucun avertissement. Jessica est passée instantanément d'une nage paisible à la surface à un état où elle a été arrachée sous l'eau par 635 kg de puissance de prédateur. Les mâchoires du requin-tigre se refermèrent avec une pression écrasante autour de la taille de Jessica, tandis que ses dents acérées tranchaient le néoprène et pénétraient profondément dans sa chair et ses os. Son cri s'éteignit alors qu'elle disparaissait sous la surface. Le sang teintait immédiatement l'eau cristalline autour du point d'attaque en rouge. David fut témoin de la disparition de sa femme dans une explosion violente d'eau fouettante et d'écume sanglante. Il reconnut le motif rayé caractéristique du requin, tandis qu'il secouait Jessica avec force. Sa puissante queue entraîna prédateur et proie vers des eaux plus profondes. L'attaque fut terminée en quelques secondes. Jessica avait complètement disparu sous la surface. La morsure du requin-tigre trancha la colonne vertébrale de Jessica et brisa plusieurs côtes, provoquant d'importants saignements internes et de graves blessures. Sa résistance faiblissait alors que le requin poursuivait son attaque, secouant son corps avec une force osseuse avant de plonger avec sa proie dans les profondeurs qu'elle avait tant aimé, loin de la sécurité du bateau et de son mari désespéré. David alerta immédiatement les secours et démarra en même temps le moteur pour foncer vers le lieu de l'attaque. Lorsqu'il atteignit la dernière position de Jessica, seul du sang se répandant et des morceaux de néoprène déchirés flottaient à la surface. Des unités de la garde côtière des Bahamas arrivèrent dans les 30 minutes et lancèrent des opérations de recherche et de sauvetage avec plusieurs bateaux, équipes de plongée et hélicoptères. Ils explorèrent la zone pendant des heures à l'aide de dispositifs sonars et de caméras sous-marines pour fouiller les systèmes de récifs. Le requin-tigre avait disparu dans les vastes profondeurs bleues, avec le corps de Jessica qui ne pouvait jamais être récupéré. Des opérations de recherche se poursuivirent pendant 3 jours, s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés autour du lieu de l'attaque. Les équipes de plongée examinèrent chaque crevasse et chaque fissure, tandis que des bateaux traînaient des filets à la surface dans des eaux plus profondes. Seule de l'eau teintée de sang et des fragments d'équipements de plongée témoignaient de la rencontre violente. Les autorités bahaméennes menèrent des enquêtes approfondies et classèrent la mort de Jessica comme un tragique accident. Ni la location de bateaux ni le choix du site de plongée ne furent tenus pour responsables. Les responsables attribuèrent l'attaque à une rencontre malheureuse avec un grand requin-tigre dans son habitat naturel pendant une période de forte alimentation. David rentra seul à San Francisco, bouleversé par la perte de sa femme seulement quelques jours après le début de leur lune de miel. L'hommage à Jessica eut lieu dans le département de biologie marine de son université, où des centaines de camarades, coéquipiers et professeurs se réunirent pour se souvenir de sa passion pour la protection des océans et de son approche intrépide de l'exploration sous-marine. La tragédie souligna les risques inhérents à la baignade dans des zones de prédateurs en eau profonde, même pour les nageurs et plongeurs expérimentés. Plusieurs opérateurs touristiques bahaméens introduisirent discrètement de nouvelles directives de sécurité, soulignant la nécessité de rester près des bateaux et d'éviter de nager seul dans des zones dangereuses. L'amour de Jessica pour la mer l'avait conduite de la sécurité dans le royaume d'un prédateur. Pour Rob Mackenzie, des décennies d'expérience en pêche et des techniques pratiques devenaient tout aussi dangereuses, lorsque sa confiance le laissait seul avec un grand requin blanc dans l'eau. C'était le 11 juin 2017 et les eaux devant Port Lincoln, Australie du Sud, montraient tous les signes d'une zone de chasse active. Les oiseaux marins tourbillonnaient en formation serrée dans le ciel et plongeaient sans cesse sur des bancs de poissons à pas.
qui avait été poussé à la surface par de plus grands prédateurs. Rob Louis Mackenzie avait dominé les eaux autour de Port Lincoln pendant plus de 2 décennies et s'était établi comme le meilleur capitaine de bateau charté. À 45 ans, ce vétéran du sud des océans était connu pour sa capacité exceptionnelle à repérer les poissons, même quand d'autres revenaient bredouilles. Lié à un engagement indéfectible pour le succès de ses clients, son surnom distinctif venait de sa chevelure grisonnante et de ses légendaires chemises bleues de travail qui le rendaient inconfondable dans la communauté des pêcheurs. Rob était un capitaine pratique qui n'hésitait jamais à plonger dans l'eau si les circonstances l'exigeaient. Que ce soit pour démêler des lignes, sécuriser le poisson ou entretenir du matériel sous l'eau. Ce jour-là, Rob travaillait seul pour tester de nouveaux systèmes de pêche électronique avant le début de la saison touristique chargée. Son bateau de charter de 10,5 mètres, Southern Cross, était équipé de la technologie sonar la plus avancée et d'un équipement de sécurité complet pour les eaux profondes. Rob avait choisi Tuna LA, un couloir de profondeur où les thons à nageoires bleues passent lors de leur migration de frai. Cette zone était également un terrain de chasse connu pour les grands requins blancs, car ces énormes prédateurs s'y attardaient pour isoler et attaquer les poissons blessés dans les bancs de thon. Les grands requins blancs qui habitent les eaux d'Australie du Sud atteignent des tailles énormes, avec des spécimens de plus de 6 mètres de long et pesant plus de 2200 kg. Ces prédateurs de pointe sont attirés par des zones à forte activité de poissons et suivent souvent des bateaux pendant des heures, espérant capturer des poissons blessés. Leurs attaques sont fulgurantes et dévastatrices. Une seule morsure peut sectionner le corps humain. Rob avait passé une matinée extrêmement réussie. Il avait ferré plusieurs gros thons tout en testant le nouvel équipement. Vers midi, il reçut une morsure particulièrement violente. Peut-être un énorme thon bleu du sud pesant plusieurs centaines de kilos. Alors que Rob rapprochait le poisson, le malheur commença. Le thon massif s'était emmêlé dans la ligne d'ancre, créant une situation dangereuse et risquant d'endommager l'équipement. Le poisson ferré saignait abondamment et traçait une traînée de sang dans l'eau. Rob était face à une décision critique. Couper la ligne et perdre à la fois le poisson et l'équipement coûteux, ou plonger pour démêler le chaos manuellement. Cette approche pratique était le fondement de son succès de plusieurs décennies. Il prit son masque de plongée et ses palmes et sauta par-dessus bord. Rob ne savait pas que son bateau avait attiré un requin blanc mâle de 4,3 mètres, attiré par le poisson en lutte et la traînée de sang. Le prédateur massif tournoyait au loin, attendant le moment idéal. Rob plongea là où le thon s'était pris dans la corde d'ancre, et il s'efforçait de libérer le précieux poisson, tout en évitant les hameçons tranchants. Il se concentra totalement sur la tâche, utilisant ses 2 mains pour défaire les cordes, retenant son souffle dans l'eau glacée. Le grand requin blanc attaqua par en dessous et par derrière, jaillissant avec une vitesse explosive à travers la colonne d'eau. Rob ne remarqua pas l'approche. Le premier signe de danger fut l'impact dévastateur, quand 4,3 mètres de puissance prédatrice se jetèrent sur son corps. La mâchoire du requin se referma avec une force dévastatrice sur le torse de Rob. Des dents aiguisées comme des rasoirs déchirèrent la combinaison en néoprène et pénétrèrent profondément dans sa chair et ses os. L'impact enfonça Rob plus profondément dans l'eau, tandis que la morsure brisait ses côtes et perforait des organes vitaux. Alors que le requin le secouait violemment, le sang teintait l'eau en rouge. La résistance de Rob ne dura pas face à la force écrasante. Les dents du requin traversèrent sa cavité thoracique, sectionnant de grandes artères et causant de graves blessures internes. En quelques secondes, ses mouvements cessèrent. La perte de sang et le choc avaient submergé son corps. Le grand requin blanc garda Rob dans sa gueule pendant presque 1 minute, avant de relâcher le corps sans vie et de revenir pour observer le thon qui luttait encore. Le requin ne manifesta plus d'intérêt pour Rob après avoir éliminé la concurrence supposée. Le corps de Rob coula au fond de la mer, tandis que son bateau dérivait sans pilote. Le moteur continuait de tourner et l'équipement restait en place. Le thon piégé finit par se libérer, laissant seulement du sang et le bateau abandonné comme preuve.
Le Southern Cross fut découvert quelques heures plus tard par un autre bateau de pêche, dont le capitaine remarqua le navire dérivant sans personne visible à bord. La garde côtière lança immédiatement une opération de recherche, mais le corps de Rob ne fut jamais retrouvé. L'enquête maritime révéla que Rob était mort lors d'une attaque de requins alors qu'il tentait de libérer de l'équipement sous l'eau. L'incident entraîna de nouvelles recommandations de sécurité pour les sorties en solo, soulignant qu'il ne faut jamais entrer seul dans les zones à requins. Les funérailles de Rob attirèrent des centaines de membres de la communauté de pêche de Port Lincoln. Son entreprise de charter fut transmise à son fils, qui mit en place des protocoles de sécurité stricts et interdit complètement la plongée en solo. L'approche pratique de Rob ne l'avait pas protégé du prédateur qui avait traqué son bateau. Pour Sarah Martinez, la curiosité scientifique la conduirait au cœur d'une zone de chasse de grands requins blancs. C'était le 3 octobre 2013 et les eaux autour de l'Isla Guadalupe au Mexique pulsaient à la fois de vie et de mort. Cette île volcanique isolée, située à environ 240 km de la côte de Baja California, avait acquis une reconnaissance mondiale comme le principal site de recherche sur les grands requins blancs sur Terre. L'eau cristalline offrait une visibilité parfaite pour observer ces prédateurs massifs. Mais cette clarté faisait aussi que chaque mouvement, chaque erreur était clairement visible pour les requins en embuscade. Sarah Martinez avait imaginé ce moment durant toute sa carrière académique. À 22 ans, l'étudiante en biologie marine de l'UC San Diego travaillait sur son mémoire concernant le comportement alimentaire et les hiérarchies sociales des grands requins blancs. Elle avait convaincu son superviseur, le docteur Robert Chen, de lui permettre une expédition de recherche en solo à Isla Guadalupe, arguant que des conditions non perturbées étaient cruciales pour recueillir des données comportementales précises. Sarah incarnait l'intelligence, la détermination et un courage absolu dans le domaine de la recherche marine. Elle avait passé d'innombrables heures à étudier des vidéos et des publications scientifiques sur le comportement des grands requins blancs. Convaincue que son approche scientifique et sa méthodologie rigoureuse garantiraient la sécurité même dans les conditions les plus dangereuses. Son mémoire était révolutionnaire. Elle tentait de documenter comment les grands requins blancs communiquent et établissent des hiérarchies de dominance au point de nourrissage. La station de recherche sur Isla Guadalupe était une petite installation rudimentaire, servant aux scientifiques du monde entier à étudier les grands requins blancs dans leur habitat naturel. Sarah était arrivée seule, équipée de caméras sous-marines avancées, d'équipements pour prélever des échantillons d'eau et de diagrammes détaillés d'observation comportementale. Elle prévoyait une collecte de données d'une semaine, qui constituerait la base de son mémoire. Les grands requins blancs autour d'Isla Guadalupe sont parmi les plus grands au monde. Mesurant plus de 6 mètres et pesant plus de 2700 kg. Les riches colonies de phoques de l'île représentent des sources de proies concentrées et attirent de fortes populations de ces prédateurs géants, qui ont développé des stratégies de chasse coopératives et des structures sociales complexes. Lors des principales périodes de chasse, des dizaines de grands requins blancs peuvent se rassembler dans les eaux environnantes. Tous en concurrence pour les mêmes ressources alimentaires limitées. Les 3 premiers jours de Sarah se révélèrent extrêmement productifs. Elle avait documenté plusieurs grands requins blancs, dont une femelle massive d'environ 5,5 mètres qu'elle avait nommée Scarface en raison de ses cicatrices marquées sur la tête. Sarah avait observé les requins uniquement depuis le bateau de recherche sécurisé, en utilisant des caméras sous-marines et des systèmes hydrophones pour enregistrer le comportement sans contact direct. Le 4e jour, Sarah prit une décision cruciale. Elle avait observé un comportement alimentaire apparent près de la principale colonie de phoques et voulait prélever des échantillons d'eau et effectuer des mesures directes sur le site de nourrissage. L'opportunité scientifique lui semblait trop précieuse pour la laisser passer. Et Sarah se convainquit que son approche méthodique réduirait le risque. Sarah choisit une zone juste à côté de la plus grande colonie de phoques de l'île, où des centaines d'éléphants de mer et de lions de mer se rassemblaient pendant la période de reproduction. L'eau était teintée de rouge sang à cause des tueries récentes, et des cadavres de phoques flottaient à la surface avec des restes de nourriture.
C'est exactement cela qui représentait le site de nourrissage actif dont Sarah avait besoin pour sa recherche. Et précisément cet endroit où l'on peut s'attendre à voir des requins blancs avec une agressivité maximale et un comportement territorial. Sarah est entrée seule dans l'eau, portant une combinaison en néoprène noir et emportant des appareils d'échantillonnage et des caméras sous-marines. Elle avait prévu de travailler rapidement, de collecter des échantillons d'eau et des données, puis de revenir en toute sécurité au bateau de recherche. Elle ne savait pas qu'elle, dans sa combinaison noire et avec ses mouvements de nage, était presque indiscernable d'une phoque blessée pour les énormes prédateurs alentour. Un spécimen femelle de requin blanc de 4,9 mètres patrouillait déjà le site de nourrissage. Elle avait récemment tué un grand éléphant de mer, établissant ainsi sa domination sur la zone de chasse principale. Le requin géant a immédiatement perçu la présence de Sarah grâce à son organe de ligne latérale, capable de détecter des impulsions électriques comme les battements de cœur et les contractions musculaires. Sarah était totalement concentrée sur son travail scientifique, collectant des échantillons d'eau et photographiant le site de nourrissage. Complètement inconsciente qu'un prédateur massif s'approchait sous elle. Elle était dans l'eau depuis moins de 10 minutes lorsque le requin blanc a attaqué avec une force dévastatrice. Le requin a jailli comme un torpille des profondeurs. Ses énormes mâchoires se sont largement ouvertes alors qu'il perçait la surface avec une force explosive. Sarah a été complètement soulevée hors de l'eau. Son corps a disparu dans la vaste gueule du requin, alors que ses dents se refermaient avec une force écrasante autour de son torse. L'attaque a été rapide et définitive. La force de morsure du requin blanc, plus de 2700 kg par pouce carré, a brisé les côtes de Sarah et a sectionné sa colonne vertébrale instantanément. L'équipement de recherche flottait accent aigu éparpillé à la surface de l'eau, tandis que le requin massif la secouait violemment avant de plonger avec son corps. Le bateau de recherche de Sarah a été découvert des heures plus tard par un patrouilleur de la marine mexicaine effectuant des rondes de surveillance autour de l'île. Son équipement scientifique flottait à la surface. Des caméras étanches, des flacons d'échantillons et des feuilles de données documentant ses dernières observations des prédateurs qui lui avaient pris la vie. La recherche du corps de Sarah a duré 5 jours et a impliqué plusieurs navires, des équipes de plongée et des caméras sous-marines. Le requin blanc de 4,9 mètres avait emporté ses restes dans les profondeurs des eaux autour de l'Isla Guadalupe, où ils n'ont jamais pu être récupérés. Seule de l'eau teintée de sang et l'équipement de recherche accent aigu éparpillé de Sarah témoignaient de l'attaque. Les autorités mexicaines ont mené une enquête approfondie et ont classé la mort de Sarah comme un accident dû à une attaque de requin avec noyade. Aucune négligence de la part de la station de recherche ou de son université n'a été constatée. Cependant, de nouveaux protocoles de sécurité ont été immédiatement mis en place, exigeant que tous les chercheurs en solo travaillent avec des plongeurs de sécurité et restent en contact radio avec des équipes à terre. La cérémonie commémorative de Sarah à l'UC San Diego a attiré des centaines d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs marins qui se souvenaient d'elle comme d'une brillante scientifique. Une femme dont la passion pour la compréhension des requins blancs a finalement coûté sa vie. Votre mémoire de master a été complétée à partir des notes et vidéos survivantes, devenant une étude pionnière sur le comportement des requins blancs. La curiosité scientifique de Sarah l'a conduite en plein territoire de chasse des prédateurs à l'heure de la chasse. Merci de regarder, juste quand tu penses avoir compris les prédateurs les plus dangereux des océans. Ça commence vraiment. Clique sur la prochaine vidéo pour d'autres histoires qui te montreront pourquoi les chasseurs les plus mortels des mers ne sont jamais oubliés et ne pardonnent jamais.